Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler cannabis. Le trafic de drogue a-t-il baissé dans les pays qui l'ont légalisé? Parce que, bon, c'est un petit peu comme tout ce qui est interdit dans un pays. Forcément, il y a du trafic, voilà. Bon, on dit que si on légalise, du coup, c'est encadré. Hein, c'est le mot qui, voilà, le terme qu'ils aiment bien utiliser. Oui, ce sera encadré, ça se passera beaucoup mieux si on légalise, Bon. Est-ce une réalité? Le cannabis est pour le moment encore interdit en France, mais il est autorisé dans plusieurs autres pays. Hein, je crois qu'en Allemagne il l'est, je sais plus. Non, 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 en Allemagne il est plus. Oh, je sais plus. Mais bon, il est autorisé dans plusieurs pays, donc voilà, il y en a beaucoup qui fument du cannabis en France. Quand on leur dit, par contre, tu es au courant que c'est interdit? Ils sortent toujours l'excuse, ouais, mais non, c'est légal dans plein d'autres pays, la France c'est juste de la merde. Bon, bref. Donc les pays qui ont légalisé le cannabis s'en sortent-ils mieux que la France au niveau trafic? Voilà, BFM TV a donc sorti un article sur le sujet que nous allons lire immédiatement. Dans les pays qui ont légalisé le cannabis, si les résultats sont encourageants, la mesure est loin d'avoir éradiqué le trafic de drogue, évidemment. En 4 jours, 2 personnes sont mortes sur fond de trafic de drogue dans le quartier Pisevin à Nice, dont un enfant de 10 ans, victime d'une balle perdue. Depuis plusieurs mois, Gérald Darmanin a fait de la lutte contre les stupéfiants l'une de ses priorités. Renfort des effectifs, pillonnage des points de deal, amendes forfaitaires délictuelles, saisie de drogue récurrente, mais malgré ces mesures, les drames se sont multipliés, relançant le sempiternel débat sur la légalisation du cannabis. En Europe, c'est Malte qui a franchi le pas en premier en 2021 en légalisant la culture et la consommation de cannabis à usage personnel et récréatif. Le trafic restant cependant illégal. Un modèle imité depuis juillet dernier par le Luxembourg. Les deux pays pourraient bientôt être rejoints par l'Allemagne, donc c'est pas encore fait du coup, et le Danemark, qui ont soumis des projets de loi similaires. Mais ce modèle a-t-il réellement fait ses preuves pour baisser le trafic de drogue et les violences qui sont liées? Un impact non négligeable en Uruguay, qui a été le premier pays du monde en 2013 à autoriser la consommation, la culture et la vente de cannabis récréatif. La population peut se fournir à domicile 6 plants par personne maximum dans un club cannabique ou directement en pharmacie. Résultat, en 10 ans, 20 millions de dollars ont été retirés chaque année aux trafiquants de drogue, a estimé Julio Calzada Mazei, l'ancien secrétaire général du Conseil national des drogues d'Uruguay. Selon une étude de l'Institut local de régulation, franchement, faut le dire, si les gouvernements légalisent, c'est aussi pour se faire de l'argent qu'ils ne se font pas quand ce sont des dealers. Bon, des régulations et de contrôle du cannabis en 2021, 27% des consommateurs uruguayens se sont approvisionnés sur le marché officiel, un taux qui atteint 39%, en incluant ceux qui déclarent avoir partagé avec des amis. Oui, mais c'est encore bien loin de la moitié. Au Canada, où le cannabis a été légalisé en 2018, les habitudes et pourtant c'est depuis 2013, donc on a comme du recul, ça fait 10 ans déjà. Les habitudes des consommateurs ont-elles aussi bien changé? En 2022, 61% des consommateurs se sont approvisionnés de manière légale, selon une enquête réalisée par le gouvernement. Bon là, ça se passe déjà un peu mieux. Mieux encore, en 2020, seulement 2 ans après sa légalisation, le taux d'infraction lié au cannabis a baissé de 25%. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Dans les pays qui ont légalisé le cannabis, non seulement ça n'a pas engendré d'augmentation majeure de la consommation, mais en plus ça a entraîné une diminution des violences liées au trafic de drogue, avance Dominique Dupré, sociologue et directeur de recherche au CNRS, spécialisé dans les questions liées au trafic de drogue. Une tendance observée également au Colorado, l'un des premiers États américains à avoir légalisé l'usage récréatif et la production du cannabis. Ça a eu un impact non négligeable sur le crime organisé mexicain qui était au cœur de l'offre du cannabis illicite aux États-Unis, dont le Colorado, avance Michel Gandilon, membre du conseil d'orientation scientifique de l'Observatoire des criminalités internationales et auteur du livre Drugstore, drogue illicite et trafic en France. Il y a énormément de production dans le Colorado. Ça a eu un effet direct. Les saisies à la frontière mexicaine se sont effondrées, ajoute-t-il.
Preuve en est, selon le dernier rapport de la Drug Enforcement Agency, les saisies de marijuana à la frontière avec le Mexique ont diminué de près de 80% entre 2013 et 2020. Un marché noir persistant. Si les données sont encourageantes, les réseaux criminels sont bien loin d'avoir disparu et le marché noir persiste. En légalisant le cannabis, les pays concernés ont quasiment tous imposé une taxe. Non, lol, tu déconnes. À l'image des cigarettes ou de l'alcool, les trafiquants profitent de la taxation relativement élevée mise en place par les pouvoirs publics et les municipalités qui ont légalisé le cannabis pour concurrencer le marché légal. Oui, ça prend. Mais de toute façon, c'est ce qui va se passer. On le voit avec l'alcool, on le voit surtout beaucoup avec le tabac. Ça atteint des prix dingues. Je ne fume pas. J'ai jamais fumé de ma vie. Jamais de ma vie, ne serait-ce qu'une cigarette a touché mes lèvres. Mais voilà, je le vois. Toutes les personnes autour de moi ont arrêté de fumer hein, depuis bien des années. À l'époque, ça coûtait. Enfin, c'était quand même déjà un budget. À l'époque, je parle il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'était déjà un bon budget, mais là, c'est incroyable le prix des cigarettes, évidemment. C'est sur ça, et c'est pour ça qu'ils continuent d'en vendre. À chaque fois, on dit oui, mais si c'est tellement nocif, pourquoi le gouvernement accepte encore d'en vendre? C'est pas, ils font de l'argent, hein, évidemment que c'est juste pour ça. Et là, ils voient bien que le cannabis, bon, bah, il y a il y a une énorme clientèle, il y a beaucoup de demandes. Ils légalisent pas pour faire plaisir aux clients. Hein. Ils légalisent maintenant pour faire, voilà, faire semblant, on va dire. Et après, bon, bien sûr, on achète ça dans des endroits comme les pharmacies, tout ça. Et ensuite, ça va être taxé et les prix vont beaucoup augmenter, comme avec les cigarettes. Et je suis certaine que du coup, le marché noir va reprendre de plus belle. À Denver, par exemple, le montant total des taxes sur le cannabis non médical atteint 26,45%, explique Michel Gandilon. Évidemment, il le légalise pour l'argent, rien d'autre. C'est pareil que pour le tabac, il existe toujours un marché noir, voilà, de cigarettes moins chères. Bah, c'est normal. Je sais pas combien coûte les cigarettes maintenant, je ne sais pas combien coûte le paquet. Je me souviens qu'à l'époque, une cartouche, pas un paquet, une cartouche entière, hein, ça coûtait 50 francs. Bon, je pense qu'on en est bien loin, mais voilà, je ne sais pas à combien monte le paquet maintenant. À l'époque, bon, moi je suis à Strasbourg, hein, donc à l'époque, je me souviens que tout le monde allait en Allemagne. Déjà à ce moment-là, alors que c'était pas si cher, tout le monde allait les acheter en Allemagne parce que c'était moins cher. Bon, maintenant les prix sont quasiment alignés, je crois, hein, mais bon. De plus, la plupart des pays qui ont légalisé le cannabis imposent un seuil de grammage, hein, soit une quantité maximum par personne, mais aussi un taux de THC précis, le principal composé psychoactif du cannabis, c'est-à-dire la concentration ou la teneur. Résultat, certains consommateurs continuent de s'approvisionner sur le marché noir pour acheter du cannabis plus fort ou en plus grande quantité. Dans le Colorado, les chiffres montrent qu'un marché noir relativement important persiste. Environ 30% du cannabis qui circule, poursuit Michel Gandilon. Si les réseaux illégaux ne disparaissent pas, c'est aussi parce que les narcotrafiquants s'adaptent. Partout où le cannabis a été légalisé, on a observé un report. Les réseaux criminels ont adapté leurs activités et vendent d'autres drogues, enchaîne le spécialiste, citant le fentanyl, l'héroïne et la méthamphétamine aux États-Unis ou la cocaïne et les drogues de synthèse comme la MDMA aux Pays-Bas, devenue la plaque tournante européenne de la drogue. De toute façon, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, hein, quand on commence avec le cannabis. Alors en général, on commence avec le CBD. On dit ouais, c'est bon, t'inquiète pas, c'est que du CBD, ça fait rien, Bon, on connaît tout ça. Ça passe évidemment ensuite au shit. Voilà, enfin cannabis, shit, on peut l'appeler. Ouais. Pour les fumeurs, évidemment, les fumeurs occasionnels, voilà, de temps en temps, une fois en soirée, bon, ne sont pas trop touchés par ça. Mais il y en a beaucoup qui fument du cannabis pour se sentir bien. Enfin, ils en ont besoin. Il faut que ce soit vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et au bout d'un moment, évidemment, comme tout, ça ne fait plus effet. Enfin, c'est plus assez. Et disons que le cannabis, c'est un petit peu la route qu'on emprunte vers les drogues dures. Et ça, je l'ai vu personnellement.
Je suis complètement contre les drogues, je suis contre le tabac, je suis contre l'alcool, je suis contre les drogues. Oui, je suis une personne chiante. Mais à chaque fois, on me demande, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour t'amuser? Eh ben, je mange du chocolat, voilà. Non, vraiment, je déteste ce genre de choses. Ça vient pas de nulle part. Dans ma famille, il y a des gens qui ont été alcooliques, il y a des gens qui ont été drogués. Ça détruit une partie de ma famille. Voilà, ça vient pas de nulle part. Je sais de quoi je parle, je sais quels effets ça fait. Donc, je déteste l'alcool et je déteste beaucoup les drogues. Et à chaque fois, ça a pris le même chemin. À chaque fois, c'était oui, mais t'inquiète pas, c'est que du CBD. Bon, déjà là, je me disais non, ça c'est un mensonge. Vu la tête que t'as, tu sais pas que du CBD. Et après, oui, bon, non, mais c'est que du cannabis, mais j'en fume pas beaucoup. Pourtant, tu pues le cannabis à chaque fois que je te croise. Bref. Et après, c'est ouais, non, mais laisse-moi tranquille, Et pourtant, je fais pas chier la personne. Mais la personne va comment dire, j'ai pas le terme, se rejeter elle-même. Enfin, voilà, s'éloigner de la famille. Alors qu'on fait rien, hein, je veux dire. Et ça finit, oui, par détruire une partie de la famille. Parce que le cannabis, comment dire, ça leur, je sais pas, ça leur grille le cerveau. Enfin, c'est incroyable. Ils deviennent complètement une autre personne. Ils pensent, ils deviennent parano. Hein, ça frôle la parano. Ils pensent que tout le monde est contre eux, que tout leur malheur arrive à cause des autres. Mais ils se remettent jamais eux-mêmes en question. Voilà, c'est tout va mal. Ils gâchent leur vie pour le cannabis. Hein, voilà, ça met tout l'argent dans le cannabis. Donc après, ça a des problèmes d'argent, évidemment, vu qu'il y a plus rien. Et on aide. Évidemment, la famille est là, donc on aide. On est toujours derrière à aider. Et au bout d'un moment, on dit bon, par contre, il faudrait peut-être que tu te calmes. Mais dès qu'on dit ça, toute l'aide qu'on a donnée n'existe plus. Là, c'est ouais, machin, enfin, tu veux pas m'aider, espèce d'égoïste, mais je t'ai aidé pendant des années, enfin. Mais ça n'existe plus. L'aide qui a été donnée pendant des années n'existe plus du moment qu'on dit écoute, faudrait peut-être que tu te reprennes en main. Alors là, c'est fini. Là, on est devenu l'ennemi numéro 1. On se fait complètement rejeter. C'est genre, tu fais plus partie de ma famille, je l'ai vécu personnellement plusieurs fois, hein, avec plusieurs membres de ma famille. Donc je sais vraiment de quoi je parle. Et évidemment, ça commence avec du cannabis. Et après, ça va plus loin. Après, c'est les drogues dures. Et la personne ne peut plus s'en sortir. Après, elle est trop dedans. Et elle peut plus s'en sortir. Et je l'ai vu autant avec des aînés, hein, des plus vieux dans ma famille, et certains jeunes qui prennent le même chemin et qui disent, qui se comportent exactement de la même manière que ces plus vieux. C'est-à-dire que les plus vieux ont dit un jour, il y a des années quand ils étaient jeunes, ouais, t'inquiète pas, c'est que du cannabis, ça s'arrête là. Et maintenant, ils sont drogués comme pas possible et ils peuvent plus s'en sortir. Il n'y a strictement plus rien à faire pour eux. Et ils essayent et ils prennent des médicaments, ils vont voir le médecin, ils vont à l'hôpital, mais il n'y a plus rien à faire pour eux. Ils sont trop, ils sont trop intoxiqués, leur corps est trop intoxiqué, ils peuvent plus s'en sortir. Et je vois les jeunes qui eux commencent à prendre le même chemin et qui disent ah mais non mais t'inquiète pas, c'est que du cannabis, et ils ressortent exactement les mêmes mots, c'est vraiment mot pour mot, c'est la même chose, et on leur dit regarde machin, regarde ce qu'il est devenu, tu veux devenir pareil? Et évidemment c'est des jeunes, donc ils sont cons et ils pensent qu'ils connaissent mieux les choses que tout le monde, alors que voilà, c'est des petits cons, enfin bon, bref. Et qui disent non, mais moi, je vais pas être comme ça, moi, je vais pas faire ça, moi, je vais pas devenir comme ça. Non, tu n'es pas un super-héros, tu n'as pas des super-pouvoirs. Ton corps va vivre la même chose, tu vas le maltraiter de la même manière, il va réagir de la même manière. Et en très peu de temps, la personne commence à changer, on le voit, on essaye de lui dire gentiment, faut pas les brusquer, parce que voilà, sinon tout de suite ça se referme et tout. Mais même en étant gentil, ça marche pas de toute façon. Et on leur dit, attends, fais attention, là je vois que tu commences à perdre pied, à te détourner un petit peu, fais attention à toi. Et tout de suite ça se braque, ouais, gna gna gna, t'as rien à me dire. Et après, ça nous rejette. Voilà, du moment qu'une seule fois on dit quelque chose là-dessus, on est immédiatement rejeté. Et je le vois maintenant de loin, parce que j'ai rien le droit de dire, donc tant pis, je ne dis rien, mais je le vois de loin que ça part complètement en cacahuète.
et ça suit exactement le même chemin que les aînés. Et à chaque fois, ça a commencé avec le cannabis. Toujours. C'est pourquoi je déteste cette saleté. Vraiment, ça ne fait que détruire des vies, détruire des familles, c'est... Enfin bon, bref. Je reprends, pardon pour cette longue parenthèse. D'autant que le cas des Pays-Bas est un peu particulier. Depuis 1976, la possession... Mais comme quoi, vous voyez, je recoupe un petit peu. Personne n'a une famille parfaite. Personne. Je veux dire, moi voilà, là, les personnes dont je parle sont des personnes de ma famille. Personne ne peut avoir une famille parfaite. Et ça touche n'importe qui. Le cannabis, hein, c'est pas... là, les personnes dont je vous parle, autant, bon, il y a des personnes qui ont une vie assez compliquée, hein, une jeunesse assez dure. Et là encore, on essaie de leur trouver des excuses. Oui, mais il a vécu ça, bon, à la rigueur. Mais il y en a d'autres, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Ce sont des gamins pourri gâtés, mais c'est indécent. Et ils tombent quand même là-dedans. Et ils vont inventer des prétextes, oui, mais nanana, je fume du cannabis parce que ceci, parce que cela, pour le moindre petit truc qui les a un jour frustrés dans leur vie, je fume du cannabis à cause de ça. C'est vraiment juste pour se trouver une excuse, parce que non, tu n'as pas d'excuse, tu es juste débile. Mais c'est pas grave. Mais voilà, les familles parfaites, ça n'existe pas, écoutez, vous voulez que je vous dise? Je reprends. Depuis 1976, la possession, la consommation et l'achat dans les coffee shops limités à 5 grammes de cannabis par client est toléré, le tout pour un usage strictement personnel. Car le cannabis n'est pas légalisé mais dépénalisé. L'effet pervers de la démarche hollandaise, c'est de favoriser une offre toujours aux mains des réseaux criminels. Beaucoup de coffee shops continuent de s'approvisionner auprès de grossistes illégaux. C'est la grande contradiction du modèle adopté par les Pays-Bas, détaille Michel Gandilon. La France, premier marché européen du cannabis. Et si la question est particulièrement scrutée en France, c'est que le cannabis est de loin la substance illicite la plus consommée sur le territoire, selon une étude de l'Observatoire français des drogues OFDT réalisée en 2022. Et les chiffres du rapport donnent le vertige. 5 millions de Français ont consommé du cannabis au moins une fois dans l'année. 1,3 million d'entre eux sont des consommateurs réguliers, plus de 10 fois par mois, et 850 000 sont même des utilisateurs quotidiens. Seulement 850 000, j'en doute, hein, je pense qu'il y en a plus. La France, c'est même le premier marché européen avec 45% d'expérimentateurs de cannabis parmi la population française, devant l'Espagne et l'Italie avec des taux compris entre 30 et 40% selon le Centre européen des drogues et des addictions. Bilan de l'opération, le marché français du cannabis est un des plus importants en Europe en termes de consommation, mais aussi en chiffre d'affaires évalué à 1,2 milliard d'euros en 2017 selon l'OFDT. Dominique Dupré, lui, en est certain. Dépénaliser ou légaliser le cannabis, ça permettrait d'assécher les points de deal et de diminuer les trafics de drogue en France. Oui, mais tout dépend de comment tu fais. Si c'est limité... Si la dose est limitée, beaucoup vont pas s'y retrouver, hein. Ils vont se dire, bah non, j'en veux encore, parce que bon, ceux qui fument vraiment régulièrement du cannabis, ils vont en acheter tout le temps, hein. Mais pour Michel Gandilon, en cas de légalisation, l'Hexagone pourrait être confronté à un problème de quantité disponible. Les pays qui l'ont légalisé ont tous des modèles différents. Certains l'importent, notamment au Canada, d'autres le produisent. Les premières années, l'Uruguay a été confronté à une production nationale insuffisante. À l'image des Pays-Bas, les narcotrafiquants français n'hésiteront pas à se reporter sur d'autres drogues, notamment la cocaïne, la deuxième drogue la plus consommée en France. Selon l'OFDT, au moins 600 000 personnes consommeraient de la coke au moins une fois dans l'année. Incroyable. Les autres drogues de synthèse, comme le MDMA ou l'ecstasy, compteraient environ 400 000 usagers dans l'année. Je déteste ce genre de choses. En fait, ce que j'aime pas, c'est autant, c'est ce qu'on retrouve dans les drogues forcément, mais aussi dans l'alcool. Je déteste les substances qui nous font changer notre personnalité. Voilà, quand on n'est plus nous-mêmes, ce genre de choses, je déteste ça. Même en légalisant le cannabis, il restera quand même les autres drogues, on n'éradiquera pas totalement les dealers, estime Michel Gandilon. L'exemple du Portugal, et si la solution c'était celle du Portugal, depuis 2011, le pays a dépénalisé la consommation et la détention de toutes les drogues à des fins d'usage personnel. Elles restent interdites, mais elles ne constituent pas plus un délit passible de peine d'emprisonnement. 20 ans après, les niveaux de consommation observés au Portugal restent en deçà de la moyenne européenne, quel que soit le produit, selon un rapport de l'OFDT de 2021.
C'est particulièrement le cas parmi les jeunes, hein. Au sein de l'UE, le Portugal enregistre les niveaux de consommation parmi les plus bas dans la classe d'âge des 15-34 ans, peut-on lire. Si les personnes incarcérées pour des infractions à la législation sur les stupéfiants représentaient 43% de la population carcérale en 2000, une proportion très supérieure à la médiane européenne, le nombre a été divisé par 2 en 20 ans, atteignant 17,7% en 2020, précise le rapport. Depuis la réforme, les saisies de drogue ont largement diminué au Portugal, passant de 29 683 kilos annuels en moyenne, hein, pour la décennie entre 2002 et 2009 à 14 287 entre 2010 et 2019, soit une baisse de 52% en 20 ans. Et si les quantités restent importantes, c'est que le Portugal reste l'une des portes d'entrée vers l'Europe pour le hashish du Maroc à et la cocaïne d'Amérique latine, rappelle l'OFDT. C'est évidemment un scénario qui ne verra jamais le jour en France. Il y a déjà énormément de réticences, hein, sur la légalisation du cannabis, estime Dominique Dupré. Pour Michel Gandilon, c'est avant tout une question de degré de dangerosité des produits. On ne peut pas vendre de la cocaïne, de l'héroïne ou du fentanyl comme on vend du cannabis. Avec pour lui une conclusion simple, il n'existe aucune solution miracle pour éradiquer le trafic de drogue. Bah ça, c'est sûr, c'est certain. On n'arrivera jamais. On arrivera à le réduire à la rigueur, mais jamais à l'éradiquer totalement. Bien, eh bien, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà fumé du cannabis? Est-ce que vous fumez actuellement du cannabis? N'hésitez pas, dites-le. Est-ce que vous avez connu ou vécu vous-même le genre de problème que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire des gens peut-être de votre famille ou des amis qui ont sombré à cause du cannabis, hein, c'est très souvent un point de départ, sombrer vers d'autres drogues ou ce genre de choses. Voilà, n'hésitez pas à partager votre expérience. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!